Salut à tous, les droits fondamentaux, on entend cette expression un peu partout. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est une pierre angulaire de nos démocraties, et pourtant le concept reste parfois un peu flou. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour que tout devienne limpide. C'est parti. Alors voilà la question de départ. Pourquoi dit-on que la liberté d'expression, par exemple, est un droit fondamental alors qu'un autre droit ne le serait pas? Quelle est la différence concrètement? C'est justement ça le cœur de notre sujet. Ok, voilà le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va définir ce que c'est, un droit fondamental. Ensuite, on verra qu'il en existe plusieurs natures. Puis on s'attaquera à ce qui leur donne leur force juridique et qui est là pour les garantir. Et enfin, on verra comment tout ça a, tout changé dans notre conception de la démocratie. Alors, première étape. L'expression droit fondamental, ce n'est pas juste un synonyme de droit important. Non, non. C'est un terme technique qui a une histoire bien précise. Il nous vient en partie du droit allemand et il représente une vraie rupture avec ce qu'on appelait avant, en France, les libertés publiques. Et voilà le point clé, la définition qu'il faut retenir. D'un point de vue juridique, un droit devient fondamental à partir du moment où il est inscrit formellement dans un texte, et pas n'importe lequel, un texte au sommet de la hiérarchie, comme la Constitution. Ça change tout. Ça passe d'une simple idée, d'une revendication politique, à quelque chose de concret, de tangible, qu'on peut aller défendre devant un juge. C'est ça, la bascule. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, on avait les libertés publiques. Ça sonne bien, mais en réalité, elles étaient fragiles. Le Parlement pouvait les défaire avec une simple loi. Et de l'autre, les droits fondamentaux. Eux, ils sont gravés dans le marbre de la Constitution. Ils sont au-dessus de la loi. Et c'est un juge qui les protège, plus seulement les politiques. C'est un changement de dimension complet, un véritable bouclier. Bon, maintenant qu'on a la définition, allons voir un peu ce qu'il y a dedans. Parce que droit fondamental, c'est une grande famille, et tous les droits ne fonctionnent pas de la même manière. En gros, il y a ceux qui disent à l'État « ne fais rien » et ceux qui lui disent « fais quelque chose ». C'est vraiment la distinction de base. D'un côté, on a ce qu'on appelle les droits-libertés. C'est le droit de ne pas être embêté par l'État. La liberté d'expression, par exemple. L'État doit s'abstenir de censurer. Et de l'autre, les droits-créances. Là, au contraire, on attend une action de l'État. Le droit à l'éducation, ça ne marche que si l'État construit des écoles et paie des profs. On a une créance sur l'État. Il nous doit quelque chose. Une autre distinction intéressante, c'est individuel contre collectif. Instinctivement, on pense « mes droits »,« mon droit de vote »,« ma liberté ». Et c'est vrai, c'est le modèle dominant en Europe. Mais certains droits n'ont de sens qu'à l'échelle d'un groupe. Pensez au droit d'un peuple à disposer de lui-même ou au droit d'une communauté à préserver sa langue. C'est le droit du groupe, pas juste la somme des droits individuels. Ok, on a vu les droits individuels, les droits collectifs, mais on peut pousser la question encore plus loin. Qui peut être titulaire de droits? Juste les humains? Et là, on ouvre une boîte de Pandore philosophique et juridique absolument fascinante. La vision classique, c'est seuls les êtres humains. Point. Mais aujourd'hui, cette frontière est de plus en plus contestée, surtout quand on parle des animaux. Cette vision a été incarnée pendant des siècles par des philosophes comme Descartes. Pour lui, un animal, c'est une sorte de machine complexe. Il n'a pas de conscience, pas de sentiment au sens où nous l'entendons. Du coup, il ne peut pas être un sujet de droit. C'est un objet. On peut être propriétaire d'un animal, mais l'animal lui-même ne peut posséder aucun droit. Cette idée a infusé tout notre système juridique pendant très très longtemps. Bien, on sait maintenant ce qu'est un droit fondamental et qui peut en être le titulaire. Mais la question cruciale, c'est d'où vient leur super pouvoir? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus forts que les autres règles? Eh bien, tout est une question de hiérarchie. Imaginez une pyramide. Cette pyramide, c'est la hiérarchie des normes. À la pointe, tout en haut, on a le bloc de constitutionnalité. C'est la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, le top du top. Juste en dessous, on trouve les traités internationaux. Et puis, à la base, on a les lois votées par le Parlement. La règle d'or, c'est qu'un étage ne peut jamais contredire l'étage du dessus. Et c'est là que se niche la puissance des droits fondamentaux. Ils sont tout en haut. Ok, donc on a des droits super puissants tout en haut de la pyramide. C'est génial. Mais qui est le gardien de cette pyramide? Qui s'assure que personne ne triche? En France, c'est une histoire compliquée, parce qu'on a longtemps eu une grande méfiance envers le pouvoir des juges. Mais ça, c'était avant. Regardez cette frise, c'est l'histoire d'une montée en puissance. En 1958, on crée le Conseil constitutionnel, mais au début, son rôle est très limité. Et puis arrive 1971, c'est le Big Bang. Une décision sur la liberté d'association où, pour la première fois, le Conseil ose dire non au Parlement au nom des droits fondamentaux. Et l'étape suivante, c'est 2008, avec la QPC. Là, c'est carrément une révolution. Chaque citoyen, au milieu d'un procès, peut demander à vérifier si la loi qu'on lui applique est bien conforme à la Constitution.
Et ce n'est pas qu'une histoire française. Comme le dit le grand juriste Mauro Capelletti, le XXe siècle est le siècle de la justice constitutionnelle. Partout dans le monde, on a vu apparaître ces cours constitutionnels, ces juges dont le rôle est précisément de faire respecter la Constitution, même face aux lois votées par les représentants du peuple. Bon, maintenant, on assemble toutes les pièces du puzzle. Des droits inscrits au sommet, un juge pour les protéger. Tout ça, ce ne sont pas que des détails pour spécialistes. Ça a provoqué un basculement complet, un vrai changement de paradigme dans notre idée même de ce qu'est la démocratie. Et c'est ça le cœur du réacteur. Avant, le paradigme, c'était la souveraineté de la loi. Le Parlement votait, c'était l'expression de la volonté générale, et l'affaire était pliée. Aujourd'hui, le paradigme a changé. C'est la souveraineté de la Constitution. La loi est toujours l'expression de la majorité, bien sûr, mais elle doit respecter des règles du jeu supérieures. Pour le dire simplement, la démocratie, ce n'est plus seulement la majorité a raison, c'est la majorité décide, dans le respect des droits de chacun. Et le plus fou, c'est que ça ne s'arrête pas là. Cette logique ne concerne pas juste nos rapports avec l'État. Ces droits fondamentaux, ils percolent dans toute la société. Ils s'appliquent aussi dans les relations entre personnes privées. Un employeur, une association, une entreprise, eux aussi doivent respecter la liberté d'expression ou le principe de non-discrimination. C'est ce que les juristes appellent l'effet horizontal. Alors, pour finir, on peut se poser cette question qui est vraiment au cœur des tensions de nos démocraties. Quand un juge annule une loi qui a été votée par les représentants du peuple, est-ce qu'il protège la démocratie ou est-ce qu'il la trahit? Est-ce le gardien de nos libertés contre les excès de la majorité ou est-ce un pouvoir non élu qui vient court-circuiter la volonté populaire? Il n'y a pas de réponse simple et le débat est loin, très loin d'être terminé. Merci d'avoir suivi cette analyse.